savoir travailler. On me prévient que ça va être enregistré, donc c'est parfait, merci. Alors, donc, lorsque l'on entend un relais de poste, le mot relais de poste, notre esprit voit de suite des diligences poussiéreuses tirées par des chevaux en sueur. Et pourtant, c'est le fondateur de l'Empire perse, Cyrus II, qui, 6 siècles avant Jésus-Christ, organisa le premier système de caravansérail. C'était un lieu de halte et de campement, espacé généralement de 11 km, ce qui correspondait à un jour de voyage, à pied bien sûr. Cette distance sera reprise plus tard par les Romains pour la création de leur gîte d'étape dénommé des mentionnes. Les mentionnes, ça veut dire s'arrêter, rester. On trouve ensuite quelques bâtiments d'accueil améliorés dans les villes d'eau d'Europe et aussi quelques établissements à Pompéi, mais de très mauvaise réputation. Les chambres n'étaient pas très confortables, c'est le moins qu'on puisse dire, mais très joliment décorées. La clientèle dormait ensemble dans une pièce commune, favorisant la prostitution, lieu de débauche que l'on désignera sous le vocable de Galéas, qui signifie lupanar. Est-ce pour cela que l'on ne retrouve plus aucune trace des relais d'accueil jusqu'au Moyen-Âge? C'est possible, car c'est seulement vers l'an 1050 que l'on voit apparaître cette graphie de hostel avec un S après le O, qui sera remplacé plus tard par un accent circonflexe, comme pour l'anglais, forest, forêt. Dans les hostels, on pratique l'hospitalité, ce qui signifie le partage de chez soi. C'est en fait la maison d'hôte d'aujourd'hui, mais maison d'hôte réservée en priorité au personnel de l'administration royale. Car en 1464, Louis XI va créer le service des chevaucheurs du roi. Ces chevaucheurs étaient des nobles messagers chargés du transport de la correspondance royale vers les provinces en zone de combat, en utilisant bien sûr l'infrastructure des anciennes voies romaines. Afin d'optimiser la vitesse maximale des chevaux, il fut décidé de ne leur faire courir qu'une courte distance, que l'on fixa à 7 lieues bretonnes de 4485 mètres, 4 km 500. La lieue bretonne étant évidemment différente du reste de la France, vous le savez. En France, on est français, en Bretagne, on est breton. Une lieue bretonne avait 300 toises de plus qu'à Paris, donc 2300 toises de 6 pieds, je ne vous fais pas les calculs, vous les avez devant vous. Tous les 30 km, donc, il fut construit un baraquement où se tenaient des chevaux frais, des chevaux prêts à courir pour recevoir ces courageux cavaliers qui, le soir, quand même, devaient trouver gîte et souper. Ce furent les premiers relais où les hommes dormaient encore sur la paille avec les chevaux. Ce que vous voyez là est une gravure d'époque. De quelle époque alors? Rapidement, ces constructions sommaires se transformèrent en bâtiments d'accueil moins insalubres que l'on nomma des albergeards, des albergeards en occitan, va me dire Louis. Arbergeard aurait pour origine le nom de Haribergon, je ne sais pas parler allemand, qui désignait les bâtiments des troupes germaniques de l'armée romaine qui étaient généralement implantés sur les mottes. Vous savez, ces monticules de terre dominant les voies romaines afin de voir et d'être vus. Alberja devint auberge, avec un L, que la langue d'Oil officialisera en auberge que nous connaissons aujourd'hui. Alors, détail amusant, puisqu'on est entre nous, en argot, auberge signifie prison, car on y offre le gîte et le couvert, comme dans une prison. D'où l'expression qu'on utilise tous, « t'es pas sorti de l'auberge ». Cependant, il semblerait que ce soit, non pas en Occitanie, mais en Normandie, place du Vieux Marché à Rouen, qui dut exister dès 1345 à peu près, une auberge nommée la Couronne. Ce serait donc la plus ancienne de France. En Europe, sur toute l'Europe, ce serait l'Ours Rouge. Elle date de 1311 et se situe en Allemagne, c'est à Fribourg, Noir. Pour passer sous les portes et moi-même, je l'ai fait, on peut toucher les poutres en chêne qui sont au plafond, c'est veut dire la hauteur. Bien que dès 1552 soit publié
un guide des chemins de France qui était attribué à un certain Charles Étienne, un imprimeur du roi, bien sûr. Il faudra attendre encore 1576 pour que le roi Henri III autorise le chevaucheur messager royal à se charger également du courrier de la bourgeoisie lettrée, moyennant un paiement en espèces d'ailleurs. 20 ans plus tard, Henri IV officialisera ce nouveau service sous le nom de poste, du latin posita, qui signifie relais. D'ailleurs, en parlant, je me rends compte que le paiement qu'on devait donner au chevaucheur, là, au messager royal, il devait se faire en espèces. Et vous savez que à la poste, normalement, on doit donner le prix exact. On ne doit pas recevoir de monnaie. Et je me demande si ça ne vient pas de là. Les bourgeois étaient obligés de payer en espèces la somme exacte. Mais bon, la Poste est un monopole royal, alors bien sûr, la Bretagne, qui est une province réputée étrangère, s'opposera à cette intrusion lucrative sur ses voies de communication au nom des privilèges que lui avait accordé l'acte d'union d'août 1532, que l'on ne va pas critiquer, car il nous dispense des péages d'autoroute encore aujourd'hui. Cette fronde entre les États de Bretagne et les différents pouvoirs royaux de France va durer près d'un siècle. Les Bretons feront de la résistance. Ils n'accepteront cette intégration d'époque française que sous Louis XV en 1738. Le résultat, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle chez nous, vous regardez la Bretagne, c'est une zone blanche. Donc elle ne date pas d'aujourd'hui. Pendant ce temps de chamaillerie, dans les autres provinces de France, les relais devenus auberges avaient pris de l'essor. Ce n'était plus un unique cavalier qui en assurait les liaisons. Le chevaucheur royal n'était plus sur son cheval. Il était désormais coché sur un attelage à 2 chevaux, tirant une pauvre charrette à 2 roues sans suspension, surmontée d'un semblant de panier en osier recouvert d'une bâche. Et on appelait ça les paniers à salade, qualificatif que vous connaissez tous puisqu'il va perdurer longtemps pour les fourgons de police. C'est d'ailleurs un terme que je n'entends plus beaucoup, le panier à salade. Et bien ça venait de là. Des 2 roues à 2 chevaux, on passa aux 4 roues à 4 chevaux, quelquefois 6, pas plus parce que les attelages à 8 chevaux étaient réservés au roi. Le cocher devint maître d'équipage d'une turgotine, c'est ce que vous voyez ici. C'est une turgotine, c'était très léger et c'était inventé par Turgothune. Ce furent les malpostes, où l'ancien chevaucheur monta de nouveau sur son cheval indépendant à franc étrier, comme on dit, mais en élégant uniforme de postillon, vous voyez, à la veste rouge, au pantalon blanc, coiffé d'un haut de forme, chaussé d'immenses bottes en cuir cerclées de fer et de bois, bottes fixées à la selle, car pesant chacune près de 5 kilos. Et pourquoi cette protection jusqu'au-dessus du genou? C'est bien sûr pour se protéger la jambe du timon de l'attelage lorsque le cheval tombait et versait tout d'un côté. Et puis aussi, pourquoi le surnom de bottes de 7 lieues? Parce que, comme je l'ai précisé, la distance entre 2 relais était de 7 lieues. Selon la qualité du postillon, la traditionnelle veste rouge deviendra bleue lorsqu'elle sera affectée à l'administration des postes, ou verte s'il est du service impérial. Mais ce sont des détails importants à cette époque-là. C'est alors le début des voyages des loisirs. On passe de l'hostellerie, de l'hospitalité, à l'hôtellerie commerciale, où les voyageurs, l'hôtellerie commerciale, sont logés et nourris pour leur argent seulement. Le midi, on dînait dans un simple relais sous l'auberge du Cheval Rouge, où l'on ne pouvait prendre uniquement que ce repas. Et le soir, on faisait étape à l'auberge du Cheval Blanc, qui lui était doté de confortables chambres généralement à l'étage. Vous remarquerez que j'ai cité tout à l'heure l'ours rouge en Allemagne et Cheval Rouge maintenant en France. Pourquoi toujours cette couleur rouge? Autant le cheval blanc s'explique par le symbole royal de beauté, d'élégance et de visibilité. Nous connaissons tous le cheval blanc d'Henri IV. Mais rouge, je ne sais pas. Il y a des siècles, le pavillon rouge des corsaires indiquait aux marins adverses avant un combat qu'il n'y aurait aucun survivant. Symbole qui sera repris par la garde nationale lors de la révolution de 89 pour signaler une intervention imminente.
ça permettait de calmer les émeutes. Le résultat, vous le connaissez, fut que le drapeau rouge incarna le sang versé par le peuple ouvrier. La couleur rouge signifierait donc la force et l'énergie, d'où les auberges à l'enseigne rouge, où l'on servait beaucoup de viande. D'ailleurs, le label rouge est actuellement un label de qualité dans nos supermarchés. Et on achète un poulet au label rouge alors que sa viande, mais c'est pas grave. Rien à voir, bien sûr, avec la terrible auberge rouge des époux Martin en Ardèche vers les années 1807 jusqu'en 1830, je crois. Un coupe-gorge dont on ne ressortait pas vivant. Vous connaissez l'histoire et surtout le film de Fermandel. Les Martins, les propriétaires, ont été guillotinés dans leur propre cour, à l'endroit même de leur crime, et vous voyez, il y a une croix blanche à l'emplacement. On dit aussi que les bouchers et les aubergistes mélangeaient du sang de bœuf avec de l'huile de lin pour badigeonner leur devanture à pans de bois. Et même dans le Morbihan, on a retrouvé des lits clos en châtaignier teintés de sang. C'était, paraît-il, un insecticide très économique, je veux bien le croire. Donc, cheval blanc, ours rouge, les noms des anciennes auberges ont une signification telle l'auberge du Lion d'Or. En réalité, non pas du, mais au Lion d'Or. Car lorsque une auberge s'équipait de vrais lits et non pas de paille, elles indiquaient sur une pancarte de leur devanture « Au lit, on dort ». D'où, au fur et à mesure du temps, par la contraction et les accents de terroir, au lit, on dort, au lit, on dort, au lit, on dort, et ça s'est transformé en Lion d'Or, tout simplement. Malheureusement, ces auberges chez nous, devenues hôtels, ne s'implanteront que sur les voies principales intérieures. Les côtes du littoral sont donc ignorées, d'autant qu'au nord de notre Bretagne, les riades de la Rance et de l'Arguenon ne sont franchissables que par bac, où bien souvent les bagages tombaient à l'eau quand ce n'étaient pas les voyageurs. Vous avez ici une image de Dinard. La traversée de la Rance refroidit et ruine les chevaux, peut-on lire, car les arrivoires permettant l'accès aux rives sont défectueux. Les arrivoires, c'est la partie pavée de la grève. Pire, c'est le lieu que l'on qualifiait de passage perfide. C'est le franchissement de l'Arguenon au guildo de Créin. Le guildo, en latin, ça signifie gué dangereux. Par marée basse, il y a ni gué ni mé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas passer ni à pied ni en bateau, ni gué ni mé. Mais des cochers s'aventuraient quand même à traverser les vases mouvantes, dont les conséquences tragiques obligèrent les autorités par mesure de sécurité à en interdire l'accès. Vous voyez, on voit sur le côté gauche et même au milieu des gars qui sont en train de traverser quand même dans la vase. Encore actuellement, faites attention si vous souhaitez accéder à pied aux pierres sonnantes du guildo que nous avons mis Gargantua, vous connaissez tous sa légende, ou rejoindre le château de Gilles de Bretagne qui est en face. Attention, il y a un réel danger d'enlisement. Nous voyons souvent passer l'hélicoptère. Aujourd'hui, les aventuriers du guildo ne sont que des touristes qui veulent tout simplement photographier au plus près les célèbres de nos plongeoires. Voilà ceux qui traversent le guildo aujourd'hui. Alors, pour franchir l'Arguenon, il sera édifié un misérable pont en 1864, un ouvrage privé, donc avec droit de passage, puis une structure dangereusement bricolée que j'ai moi-même empruntée pendant plus de 5 ans avec ma Dauphine, la Dauphine Renault, vous vous rappelez, gratuitement mais avec beaucoup de courage, car ce n'est qu'en 1973, il n'y a pas longtemps, qu'un ouvrage d'art digne de ce nom sera construit. Les difficultés d'accès seront préjudiciables à la fréquentation de notre côte d'émeraude. Émeraude, quel beau nom. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler l'origine de ce coronyme, comme on dit. Coronyme, c'est un nom issu d'une particularité environnementale. Coronyme que l'on doit à notre écrivain historien Eugène Herpin. C'est lui qui créa ce nom. Mais il subsiste quand même une interrogation sur les faits et les lieux où il en a eu l'idée, en fonction que l'on soit malouin ou dinardais, comme d'habitude. Première version officielle. En 1894, Eugène Herpin cherchait un titre
pour le guide touristique qu'il s'apprêtait à éditer. Lors d'une promenade sur les remparts de Saint-Malo, au niveau de la tour Bidouane, vous voyez déjà la précision, mais peut-être était-il à la recherche de l'emplacement de la pierre du factionnaire. Tiens, peut-être que vous la connaissez. La pierre du factionnaire, c'est une pierre bleutée sur laquelle le gardien de la poudrière affûtait son couteau tout au long de la journée. Regardez, elle est en bas à gauche. Vous voyez qu'elle est très usée. Le pauvre gars n'a pas le droit de passer de plus de 30 pas sa porte, alors il passait ses journées à affûter son couteau. Et là, à cet endroit-là, une des sœurs d'Eugène s'exclama: « Avez-vous remarqué comme la mer est encore plus verte que d'habitude ?» Eugène s'écria aussitôt: « J'ai trouvé le titre de mon guide. La mer est couleur de l'émeraude, ce sera le guide de la côte d'émeraude. » Mais sa sœur n'a pas prononcé le terme émeraude, donc j'ai un doute. Alors à Dinard, on murmure une autre version. Ce serait une amie anglaise de l'écrivain qui aurait comparé la couleur de la mer à celle de sa bague en émeraude. Et d'ailleurs, lorsqu'il va concevoir son premier projet juridiquement le titre de son guide, Eugène Herpin va écrire une autre histoire que celle de sa sœur, que je résume rapidement. Le texte original est très beau. Il était une fois une jeune fille qui, du haut d'un promontoire rocheux de Dinard, attirait les navires étrangers par le rayon de l'éclat de sa bague en pierre émeraude, afin qu'ils s'échouent sur les récifs. À la vue de ce terrible spectacle, la jeune fille était ravie. Bon, non, le spectacle n'était pas là pour la réjouir, mais plutôt de permettre à ses complices, les naufrageurs que l'on appelait aussi les paganés, les pilleurs du blé de la mer, qui pillaient les épaves échouées sur les côtes conformément au droit de bris qui leur était tout à fait légalement accordé. Le pillage des épaves fut une activité très lucrative dans notre région, pas avec le reflet d'une émeraude bien sûr, mais avec des falots, vous savez, les lanternes qui étaient accrochées au cou des vaches sur la côte, et bien sûr les vaches couraient et ça désaxait avec les falots. Ils voyaient les falots s'éclairer partout, ça désaxait les bateaux de leur route et ils allaient s'écraser sur les rochers. Eugène Herpin conclut sa légende par « S'étant fait sermonner par un moine, prise de remords, la jeune fille jeta sa bague au milieu des flots qui se teintèrent immédiatement du vert de l'émeraude. » Bon, ce promontoire rocheux, Eugène Herpin va le nommer précisément dans une autre version de sa légende, c'est la pointe du Moulinet, le quartier anglais de Dinard. La couleur verte, et bien là voilà, c'est tout simplement le reflet des arbres qui couvrait la pointe du Moulinet à cette époque. D'ailleurs, Eugène va le confirmer plus tard, en 1933, dans un recueil de chansons. La teinte de la mer, la verdure des arbres qui s'y reflètent, toute cette étrange symphonie des verts différents m'a fait appeler notre côte la côte d'émeraude. Mais cette légende de la jeune fille, elle est connue autrement à Dinard, vous la connaissez autrement vous tous. C'est la grotte de la Goule-Esfée, ou la Goule-au-Fée, mais c'est plutôt la Goule-Esfée de Saint-Énogat. Mais comme Eugène était natif de Saint-Malo, il se devait donc d'en être fidèle et de situer sa découverte sur les remparts de sa jeunesse. Moi, je pense que c'est plutôt à Dinard qu'il a trouvé ce nom. On ne va pas lui en vouloir. N'accordons pas trop d'importance à tout cela. Respectons ce sage conseil de Victor Hugo. Vous connaissez. Laissons à l'histoire ses mensonges sublimes. Ne les discutons pas. Si l'histoire ment, les mensonges qu'elle fait valent mieux que les vérités que nous faisons. Victor Hugo ne viendra à Saint-Malo qu'en juin 1836, trouvant la ville de peu d'intérêt. Mais il profitera cependant du confort de l'Hôtel de France et se baignera sur le Signon. Il aimait l'eau très froide, Victor Hugo. Le dessin que vous avez là est un dessin de Victor Hugo et de Saint-Malo. D'ailleurs, on peut reconnaître certaines portes. Mon ami Foucron pourrait nous expliquer tout cela parfaitement.
Avant de rejoindre Dinan, Victor Hugo s'amusera de ces petites carrioles à deux roues, les maringottes, telles que celles que nous voyons ici, mais qui sont du Mont-Saint-Michel. Nos maringottes, à nous, elles circulaient entre Saint-Malo et Saint-Servant par marée basse. Elles seront remplacées par ce qu'on appelle des ponts roulants à partir de 1873 à peu près. En 1838, c'est Stendhal qui s'arrêtera à Saint-Malo, dont il brossera un tableau peu complaisant dans ses mémoires d'un touriste. Ville singulière et peu aimable. Au fond, c'est une prison. Bon, il sera un peu moins sévère. Avec Saint-Servant, il écrira « Elle est au moins entourée d'arbres bien verts, tandis qu'à Saint-Malo, on ne voit que du granit noirâtre. » J'espère qu'il n'y a pas de malin qui m'écoute. Flaubert, lui, en 1847, sera un peu plus tendre avec les Bretons. Il contemplera avec beaucoup d'intérêt la côte dinardaise, mais depuis la pointe occidentale du Grand B, sur lequel il est venu rédiger la description de la tombe de Chateaubriand, tombe encore vide d'ailleurs pendant un an. Flaubert comparera les remparts de Saint-Malo à une couronne de pierre posée sur les flots. C'est joli. Il va faire le tour des remparts. Il dit une des plus belles promenades qu'il y ait. Il va l'écrire ça dans son livre très connu, qui sont, vous voyez, par les champs et par les grèves. Mais il ne descendra pas dans les intras. Trouvant, alors là, attention, il dit, trouvant les petites rues tortueuses puant comme la cale d'un vaisseau de Terre-Neuve. C'est pas vraiment gentil. Enfin, voilà. Les limites de la côte d'Émeraude, on peut donc facilement les définir, car, comme l'a souhaité Herpin, elles ne sont pas terrestres, elles sont maritimes. On va dire entre deux lignes de partage des eaux aux frontières d'opposition des courants marins, limite ouest, c'est face au cap Fréhel, et limite est, à la pointe du Groin dans l'axe du phare de la pierre de Herpin, évidemment. On m'a dit qu'il n'y avait pas de rapport. Je vous laisse juger. Pendant ce temps, depuis 1843, un chemin de fer reliant Paris à Brest est à l'étude. En 1859, l'État achète les terrains et les travaux débutent rapidement dès 1860. Tout va très vite, même un peu trop vite, regardez, un peu trop vite dans notre gare bretonne du Montparnasse. Vous voyez, c'est écrit en chemin de fer de l'Ouest. En 1864, ça a donc été très vite, les Bretons voient arriver le Marche-du. Je ne sais pas si je prononce bien, Marche-du, c'est le cheval noir, la locomotive en breton. Il arrive sur des voies très étroites, dites métriques. Métrique, ça veut dire 1 mètre d'écartement entre les rails, comme aujourd'hui la Corse ou la Suisse. Évidemment, ce nouveau moyen de transport, un an plus tard, à partir de 1865, le monde de l'hôtellerie va changer très rapidement. Les auberges, les anciennes auberges vont se transformer en établissements de premier ordre. Les grands hôtels de la côte déjà construits depuis quelques années deviennent plus accessibles. Alors, ce que nous voyons là, de 1870 à 1873, les relais des postes aux chevaux seront supprimés. Les célèbres postillons ont perdu leurs bottes, ils se sont transformés en voituriers qui, de la gare de Lamballe ou de Planquette, déposeront les riches clients au pied des hôtels. Clients heureux, mais fatigués après quand même 12 heures de voyage pour les Parisiens. L'évolution de côte de Bretagne va être différente selon les régions. Ici, chez nous, sur notre côte, c'est la recherche du confort, le paraître de bon ton et la pratique sportive sans trop de risques. Mais si nous regardons de l'autre côté de la Bretagne Sud, notamment dans le secteur de Pont-Aven, il y a eu également une grande histoire de l'hôtellerie comme nous, mais avec de simples auberges où l'on ne parlait que le breton, auberges de qualité, du bien vivre, mais sans luxe, ce qui n'a pas limité la réputation internationale des établissements comme ceux que vous voyez là, la Belle Angèle, la Mère Gloanec ou la Demoiselle Julia. Des auberges recevant quand même des peintres tels Paul Gauguin ou Émile Bernard qui est pourtant notre fidèle de Saint-Briac. Ce n'était pas le golf ou le tennis qui étaient des ateliers de peintres.
intégrés dans les hôtels, dont même le grand Auguste Renoir profita, mais aussi notre poète Théodore Botrel, vous voyez, qui nous a fait des infidélités, parce qu'à la fin de la Belle Époque, en 1922, il va se faire construire une très belle villa pour la fin de sa vie. Des hôtels de réputation internationale en Bretagne Sud, pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait autant d'Américains à Pont-Aven que d'Anglais à Dinard. C'est la raison pour laquelle nombre de tableaux de Gauguin et de ce qu'on va appeler plus tard dans le monde artistique l'école de Pont-Aven, ils sont tous désormais dans les musées privés des États-Unis. Alors, le point commun de ces femmes exceptionnelles, c'était le choix du pittoresque avec une gastronomie rurale traditionnelle, bretonne bien sûr. À leur table, on mangeait en toute décontraction. Les femmes n'étaient pas comme ici chez nous, corsetées jusqu'à la souffrance devant ce qu'on appelait un souper maigre, simplement composé d'une larme de potage accompagné de pain à l'ail posé sur une soucoupe en faïence de Quimper. Je voudrais m'arrêter 2 minutes sur cette image. Regardez la bouteille qui est en bas à gauche. C'est soit de la fine champagne, soit du cognac Hennessy. Nous allons en reparler. Encore que, bon, ce type de repas était essentiellement réservé aux dames et aux demoiselles. Dans les clubs réservés aux hommes, les soupers maigres se faisaient plutôt gras. Les consommés à la royale remplaçant les potages, les poulards des volailles complétant les traditionnelles entrées de la mer, le tout arrosé d'un vin blanc sec, compatible avec le champagne qui ne quitte jamais la table. D'ailleurs, à partir de 1879, un club d'intellectuels bretons va instaurer la tradition du dynastie celtique. L'ambiance y sera plutôt gauloise que celtique. Bon. On y entendra même son président à vie, le très sérieux Ernest Renan, que vous voyez assis, qui chantait à pleine voix des complaintes moqueuses qu'avait écrit Chateaubriand dans sa jeunesse. Mais ces agapes celtiques seront à l'origine du banquet annuel des Bretons de Paris, qui perdure encore aujourd'hui. J'y étais souvent invité. Si on analyse la différence des concepts touristiques entre le nord de la Bretagne et le sud, à Pont-Aven, c'était le réalisme rustique, entretenu par ces peintres provenant d'un mouvement littéraire qu'on appelait le naturalisme, avec à sa tête Émile Zola. Ce naturalisme engendrera le symbolisme qui se voulait révéler dans la peinture uniquement ce qu'on appelait l'expression de l'idée. On voit déjà arriver, en pressant l'arrivée de Picasso. À Dinard, ce n'était pas le naturalisme, mais le romantisme, qui sera à l'origine de son expansion avec la présence de l'élite anglaise, essentiellement diplomatique, mais aussi une présence artistique plus proche du romantisme que les anciens soldats anglais regroupés en 1830 au bord de Rance. Vous connaissez cette histoire bien avec moi. Mais une preuve quand même. Il y avait à Notre-Dame du Guildo un poète, Hippolyte de la Morvenay, qui résidait dans sa thébaïde du château du Val. Hippolyte était un passionné des laïcistes. Les laïcistes étaient des poètes méditatifs, vivant au milieu des grands lacs du nord-ouest de l'Angleterre. Et il les a invités à visiter les côtes de Dinard. Donc, je pense que leurs écrits de retour au pays dans les années 30-35 ont dû avoir une influence promotionnelle dans le monde romantique intellectuel de l'Angleterre. Mais revenons sur notre Côte des Mondes, faisons l'état des lieux. À Saint-Malo, déjà à l'intérieur des remparts, le bâti hôtelier existe. Regardez cette superbe image que bien sûr a trouvée Renaud Blaise. À Saint-Servant, les auberges ont une réputation historique, notamment l'hôtel du Vieux Pélican au port de Solidor qui abritait les espions de Danton pendant la Révolution. Tous ces établissements vont devenir de luxueuses auberges-hôtels. À Dinard, qu'on dit être la reine des stations balnéaires, Dinard va bénéficier de l'arrivée des grandes fortunes étrangères de la colonie anglaise, nous venons d'en parler. Son évolution est donc tout à fait particulière. Mais je voudrais quand même préciser qu'à partir de 1830, les touristes anglais, après avoir effectué ce qu'ils appelaient le tour, c'était de Calais à Nice, d'où la promenade des Anglais que vous voyez qui est superbe ici.
Ils faisaient même le grand tour. Le grand tour, c'est lorsqu'ils descendaient jusqu'à Naples. Les Anglais, donc, fréquenteront beaucoup la Suisse, où j'allais notamment admirer les premiers grands bateaux à vapeur qui étaient en service sur le lac de Genève. C'est la raison pour laquelle les Suisses seront les pionniers, les premiers à baptiser leur établissement par des enseignes de consonance anglaise, Bristol, Carlton, le Hamlet, à Megève et puis d'autres. Mais ces palaces ne plaisaient pas aux intellectuels et aux écrivains qui regrettaient la qualité, la simplicité de l'hospitalité des petites auberges à la française. Alors, à l'ouest de Dinard, beaucoup de terrains sablonneux qu'on appelle des miels. Vous savez, les miels, c'est où pèsent les boutons. Les miels étaient encore financièrement accessibles aux aventuriers. L'exemple le plus représentatif de l'expansion balnéaire est un couple de jeunes pharmaciens parisiens, Delphine et Alfred Marinier, qui décident d'effectuer leur traditionnel voyage de noces en Bretagne. Nous sommes en 1859, ils découvrent des paysages vierges de toute construction, très silencieux par rapport à ce qu'ils subissent à Paris. Paris, à cette époque-là, c'est les grands travaux d'Haussmann. Ils retournent travailler pendant 10 ans, mais après la guerre de 1870, Paris n'est vraiment plus ce qu'il était. Alors le couple rêve de Bretagne. Alfred Marinier vend tous ses biens parisiens et s'installe à Saint-Énogat pour y faire des affaires. Mais sa femme Delphine a gardé un souvenir nostalgique des landes sauvages de l'Arguenon que vous pouvez admirer ici. Alors, Alfred va acquérir plus de 30 hectares sur la presqu'île de la Pointe de la Garde, entre Notre-Dame-du-Guélo et Saint-Cas, pour y planter des chênes, des pins, des acacias. L'année suivante, il fait construire sur les hauteurs une villa qui porte encore son nom. Et en dessous, au bord de plage, sur sa plage, il fait édifier en 1885 un tout petit hôtel, l'hôtel de la mer, que vous voyez ici. De plus, le succès était tel que l'année suivante, 300 demandes de réservation n'ont pu être satisfaites. Pourquoi? Parce que c'est la grande époque des guides. Les premiers sur la Bretagne n'étaient que des itinéraires descriptifs, historiques. Mais on va vite y insérer des encarts publicitaires. Et en plus aussi, l'un des gendres d'Alfred Marinier était le créateur des guides officiels des chemins de fer de l'Ouest, qui était très connu. Donc Saint-Cas va avoir une place privilégiée et toute la côte. La réclame, comme on disait à l'époque, va faire exploser les demandes de séjour qui vont être 10 fois supérieures à l'offre. Le petit hôtel de la plage du couple Marinier va changer plusieurs fois de propriétaire et de nom pour devenir le Grand Hôtel. Ce sera le passage obligé de tous les artistes cherchant la nomina et aussi le repos dans une ambiance sans luxe excessif, mais de confort chic, tout en conservant l'esprit et l'accueil d'une auberge, mais quand même avec des serveuses en costume traditionnel breton, mais parlant parfaitement l'anglais. Plus tard, on y construira un ascenseur spécialement pour la grande comédienne Sarah Bernard. Puis encore beaucoup plus tard, Bernard Buffet et sa femme Annabelle y dîneront régulièrement, rejoindre leur manoir, leur manoir était situé à quelques centaines de mètres. Un temps, il se tiendra aussi le festival breton du film d'amateurs. Jean-Pierre Melville et Marcel Carnet logeront dans l'hôtel. Le dernier client sera Yves Montand. Dans les années 1890, la réussite des Mariniers va faire des envieux. Alors, de très grands hôtels vont s'édifier sur toute la côte. Entre 1900 et 1905, les prix des terrains doublent, les communes vendent tout ce qu'elles possèdent sur le littoral, laissant libre cours à tous les investissements immobiliers. Rien qu'à Saint-Cas, en quelques mois, 10 hôtels vont être opérationnels, dont le Royal Bellevue. Le Royal Bellevue disposait d'un système de chauffage pour bains d'eau de mer. C'était donc le début de la thalassothérapie moderne. Devant l'hôtel, il y avait même un casino. Regardez, il est aussi beau que le casino de Dinard. Bon, il est bâti sur pilotis de bois, directement sur les galets de la plage. Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque, beaucoup de plages étaient en galets
et non en sable. Le sable est en évolution constante partout. Personnellement, en 50 ans, j'ai constaté que le niveau moyen du sable s'est élevé de plus d'1 mètre et cela continue. Et ça reste. J'ai pris Saint-Cas comme exemple, mais il y aura aussi Saint-Lunaire, il y aura Saint-Briac, et il y aura Lancieux. Jusqu'en 1914, c'était plus qu'une belle époque, c'était une vie de rêve, mais soyons réalistes, regardez. Et c'était une vie de rêve pour les gens aisés, essentiellement, et uniquement sur la côte, ne l'oublions pas. À l'intérieur des terres, que devaient penser les pauvres paysannes qui, devant leurs basses longères au toit de chaume et au sol en terre battue, regardaient passer les hispano-suisards décapotables qui faisaient la course sur ce qu'on appelait la route des baies, depuis la vicomté de Dinard jusqu'aux landes sauvages de Cafréel. Alors, les premiers contacts entre les touristes et la population locale seront différents, pas seulement sur le plan financier. Voici ce qu'écrivait un recteur dans son bulletin paroissial. Quand on n'a pas l'esprit paroissial, on est et on reste l'étranger, le Parisien qui passe, qui ne nous connaît pas et qui ne nous aime pas, qui nous regarde curieusement et sans bienveillance et à qui nous sommes tentés de rendre son indifférence. Vous voyez, on ne peut pas dire que l'accueil soit chaleureux. Enfin, sur notre côte, la belle époque va se prolonger après 1920 avec ce qu'on appellera plus tard les années folles. Les années folles ne dureront qu'une dizaine d'années jusqu'à la crise boursière de 1929 provenant des États-Unis. Dans cette période 1920-1930, je me dois de vous parler de l'hôtel celtique dominant la baie de l'Arguenon qui a un rapport direct avec Dinard. En 1925, Jean Hennessy, au nom bien connu. Je vous ai dit tout à l'heure de regarder à gauche sur l'image la bouteille. C'était une Hennessy. Jean Hennessy va faire réaliser sous le contrôle de son ami, l'architecte Marcel Houdin, un majestueux bâtiment en béton sur la colline de Bengen avec une décoration de pavement intérieur du mosaïste Isidore Hidroco. C'est un immense bâtiment rectangulaire de 3 étages sur un rez-de-chaussée surélevé avec un toit terrasse qui était ceinturé à l'origine par une balustrade portant sur son fronton Celtic Hotel. Ça faisait plus de 2 mètres de haut. À l'intérieur, une salle de bal, une nurserie, une rotonde servant d'hôte d'accueil en réalité, avec une monumentale porte tournante, une porte tournante à tambour qui faisait la fierté d'un huissier de réception en habit. Cette porte existe encore. Le succès du Celtic fut considérable. Devant ce palace de Penguin, comme le surnommait la population locale, on y implanta un golfe de 18 trous, dessiné par un architecte britannique, bien sûr. Sur le green, on s'arrêtait quelques instants devant le mythique trou numéro 4, à proximité d'une fontaine radioactive à l'eau claire d'une pureté absolue, on veut bien le croire. Il y avait même des gobelets pour en boire. L'effet était, paraît-il, immédiat. Ça devait être vrai, puisque nous savons aujourd'hui que le sol de Bretagne contient d'importantes poches de gaz radon hautement radioactifs. Ça devait faire un sacré effet. Et c'était de la pub. Le Celtic, donc, qui domine encore la plage de Penguin aujourd'hui et qui étonne les touristes par son originalité, par la pureté de son architecture qui est indémodable, sera le prototype du très célèbre et mythique hôtel Gallic que vous connaissez tous. Les deux bâtiments, Celtic et Gallic, sont de structure identique. Pour les techniciens, ce sont des ossatures en poutrelle à béton armé sans mur porteur. C'était très innovant pour l'époque. La mise en œuvre du béton armé ne sera réglementée que 3 ans plus tard. Mais la Seconde Guerre mondiale va arrêter l'essor du Celtic, comme l'ensemble du parc hôtelier de la côte. Il va même se transformer en hôpital militaire complémentaire chargé de l'hébergement des soldats blessés français et même allemands. Voici une photo étonnante que nous a toujours encore trouvée notre ami Renaud, que je n'avais pas. Mais là, il s'agit de l'Avro, de l'hôtel Avro, qui est passé du jour au lendemain au hôpital français à hôpital allemand.
Alors, le green du golf, lui, va devenir un champ de mine. L'hôtel bloquera sa porte tambour, effacera le nom de sa façade, et ses meubles en pur art déco, style art déco, seront réduits ensemble. C'est aujourd'hui une résidence de luxe, tout comme ses concurrents directs. Le Royal Bellevue, vous voyez, il ne paraît que sur un simple linteau de granit d'une entrée de service, vous voyez en haut à gauche. Et puis, le Grand Hôtel Arvro, qui est devenu la Villa Arvro, tout simplement. Et son créateur, Alfred Marinier, dont je vous ai conté l'épopée, n'est plus qu'un nom peint en blanc sur le fond bleu d'une plaque rouillée à l'angle d'une rue déserte. Il nous reste quand même quelques conséquences positives de ces guerres. Dès octobre 1915, les hôtels de la côte, de notre côte, ont hébergé des enfants évacués de Belgique et des Français des départements du Nord. Ces enfants, devenus adultes, reviendront en 1940, dans les mêmes conditions, malheureusement. Mais ce fait sera d'une grande importance touristique pour l'avenir, pour notre avenir. Car tous ces réfugiés belges seront reconnaissants envers la commune qui les a accueillis. Leurs petits-enfants sont les plus fidèles estivants d'aujourd'hui. Et pour beaucoup, propriétaires des appartements où vécurent leurs parents. Un symbole amusant, pour finir. Ces habitués des plages très vantées du couloir de la Manche vont nous apporter une utile coutume, les parevents. Ce sont de longs rectangles de tissu multicolores, fichés horizontalement dans le sable et maintenus par de petits haubans en ficelle. Ils sont destinés à protéger du vent les mamans assises sur des chaises sans toile, sans pied. Cette époque de 1880 à 1914, nous aurions tous aimé la vivre. J'ai eu la chance, lorsque j'étais enfant, d'avoir un grand-oncle qui avait eu 20 ans en l'an 1900, le plus bel âge à la plus belle époque, et qui, après plus d'un demi-siècle, le dimanche après-midi, sur les bords de Marne, me racontait ses souvenirs au milieu des guinguettes désertées, d'où il rêvait de voir apparaître la très fière casque d'or, la Apache, la petite moustache parfaitement taillée, au cou noué d'un foulard de soie. Quelle belle époque, me soufflait mon vieil oncle, les yeux humides mais pétillants de malice. Pourrons-nous, un jour, dire la même chose à nos petits-enfants? Souhaitons-le. Merci. Merci beaucoup. C'est passionnant ce que tu nous as dit, Michel. Et en tout cas, nous avons, grâce à toi, découvert de magnifiques anecdotes et réflexions. Maintenant, nous sommes 20 participants. Nous allons pouvoir écouter les questions avant de conclure. Tu étais parfaitement dans les temps. Michel, tu reprends la main. Louis, tu reprends la main, pardon. Oui, je suis là, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut développer? Vous avez la parole, vous réactivez votre micro. Je vois un message écrit par Sylvie Melot. Merci et magnifique diaporama. Je ne pensais pas apprendre autant de choses. Alors, je confirme que moi, j'ai beaucoup appris à cette très belle conférence de Michel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? On a encore quelques minutes. Alors, je précise que Michel est bien sûr le co-auteur du livre que nous avons écrit à 6 sur la saga des grands hôtels de la Côte d'Émeraude et qui fait fureur actuellement sur la côte, puisqu'on en a vendu à peu près 500, ce qui est déjà bien. Et donc, je sais qu'on peut compter sur nos membres pour en faire la promotion ou les cadeaux auprès des familles. Donc, je précise également que Michel Désir est un historien reconnu sur 5A et qu'il est en plus secrétaire général, je crois me souvenir, de la Société des Amis de Chateaubriand, et qu'il est incollable sur la vie et l'œuvre de Chateaubriand. C'est bon à savoir. Et toujours excellent conférencier dont Michel nous a donné un éclairage sur 5A, parce que nous sommes en Côte d'Émeraude, nous sommes une association Histoire et Patrimoine de la Côte d'Émeraude,
Et de temps en temps, il est très bien de sortir de Dinard et d'apprendre de nos amis castins aussi de leur histoire. Donc, merci Michel Ariec pour cela. Merci Michel. Je précise que Michel a une petite coquetterie dans son nom puisqu'il écrit Michel avec 2 i. Peut-être est-ce simplement une erreur, mais en tout cas, bravo pour cette petite spécialité. Donc, plus rien. Est-ce que tout le monde est satisfait? Oui, alors rendez-vous le lundi 11 juillet à 18h. Et là, le lien sera absolument parfait pour une conférence que je donnerai sur l'histoire de la famille Serrouin. Vous savez que la famille Serrouin était une grande dynastie d'hôteliers de Dinard et d'ailleurs, puisqu'il y a des ramifications sur Saint-Malo, Cancale, etc. Eh bien, on donnera plus de détails à cette conférence que ce qu'il y a dans le bouquin, et donc avec en particulier des photos inédites et originales. Donc, je vous invite tous et remercie les 20 participants qui fait que cette conférence, cette vidéoconférence qui a été initiée pendant la période Covid par Louise Joland est tout à fait utile à nos membres. Et surtout, ne ratez pas, ce jeudi à 17h30 au Casino Barrière de Dinard, une conférence inédite de notre ami Renaud Blaise, vice-président de l'association, sur le tragique destin de l'hôtel Windsor qui était situé en face de l'hôtel Balmoral à Dinard. Donc, 17 juin, c'est très important. Et nous allons avoir l'exposition sur les grilles du Grand Hôtel de Saint-Lunaire, sur l'histoire des hôtels de Saint-Lunaire à partir du 18 juin. Alors qu'on se le dise, merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'association. Merci surtout à Louis Joland, qui est l'animateur infatigable et l'homme du chalet de la place du marché. Merci à Jean-Louis Grandidier, qui est maintenant notre master en informatique. Et nous vous remercions tous les deux pour votre engagement dans l'association et dans le bureau. Merci Marc, nous sommes très fiers. Juste une précision, l'enregistrement sera disponible dès demain ou après-demain. Vous verrez le lien sur le site web et puis à la prochaine newsletter. Merci, je vais couper l'enregistrement et mettre fin à cette très belle réunion. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Oui. Quedez-vous, à bientôt. Merci Sylvie.